Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence avec quelques nouvelles, notamment nous avons le gouvernement nigérian qui adopte Algorand pour la commercialisation de toutes les IP de son pays, donc c'est positif, à savoir qu'Algorand continue justement à séduire les gouvernements, c'est un peu la marque de fabrique de cette blockchain et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime bien Algorand. On continue dans les nouvelles, nous avons la Corée du Sud qui nous propose quelques chiffres par rapport à ce qui s'est passé au niveau de Luna et du ST. Il y a 100 000 résidents sud-coréens qui ont détenu 3,17 millions de Luna avant le crash. Donc il y a un impact économique fort pour le pays, ce qui va peut-être expliquer ce qui va se passer en termes de sanctions et justement ce qui est en train justement de se faire avec les locks qui sont en train d'être posés sur les fonds à droite, à gauche, pour pouvoir potentiellement indemniser, je pense, les personnes qui sont résidents sud-coréens. Ça, ce n'est qu'une hypothèse, ce n'est que ma vision, attention. On continue dans les nouvelles avec notamment Binance qui prépare son lancement en juin à Dubaï de ses services de paiement et de trading. Donc voilà, Binance continue à s'implanter un peu partout et ça montre à quel point ils ont une volonté d'être partout et de devenir globalement et assurer leur position de niveau 1. Voilà, c'est très clair, c'est annoncé et on le voit très fermement parce qu'ils sont en train de marquer leur territoire en Europe et je pense que du coup dans le Moyen-Orient ça va être fait assez rapidement. On continue dans les nouvelles, nous avons l'Afrique du Centre qui propose le lancement, d'être le premier continent avec justement un investment hub pour le Bitcoin. Et en l'occurrence, ça va être un peu le phare du développement économique du Bitcoin en Afrique, avec le lancement de Sango, S-A-N-G-O, qui est globalement cette initiative pour favoriser l'arrivée et la gestion des investisseurs en crypto-monnaie, en Bitcoin, et notamment ce serait une zone zéro taxe. À voir comment ça va se dérouler, ce qui va se passer, ça reste quand même un pays à risque. Il y a plein d'autres vecteurs qui rentrent en compte, mais ça montre à quel point des fois la crypto-monnaie peut attirer justement et motiver certains pays à pouvoir créer des initiatives de ce style-là, en espérant que ça se démocratise. On continue cette fois-ci avec les levées de fonds. Nous avons Flow Carbon qui a levé 70 millions de dollars pour créer notamment un token backé au carbone. C'est une compagnie qui offre justement des carbon credits pour justement compenser les émissions de carbone. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une société qui est spécialisée dans la diminution et l'absorption de carbone et qui met à disposition tout simplement ces unités d'absorption pour pouvoir avoir une forme de carbone négative, un petit peu ce que fait justement Algorand au niveau de sa blockchain, où il va compenser systématiquement l'émission de carbone qu'ils sont en train de faire pour pouvoir sécuriser le réseau. C'est excessivement positif, encore une fois. Cette fois-ci, c'est un projet qui a levé un petit peu moins, même beaucoup moins, qui s'appelle Fairmint, qui a levé 7,2 millions de dollars, mais néanmoins, je trouve le concept en lui-même très intéressant. C'est une blockchain c'est en tout cas un portail qui permet de créer des tokens sur son portail et qui permet aux créateurs des tokens de pouvoir déterminer si ces tokens-là sont des tokens d'equity et notamment peuvent être échangés avec les contributeurs de ce token contre du temps ou de l'argent, et je trouve que en effet c'est très simple. En tout cas sur le concept ça me paraît très simple d'utilisation et pourrait régler pas mal de problématiques, notamment dans les gestions des DAO, même si on a des frameworks spécialisés pour les DAO, c'est encore autre chose, mais je trouve que le concept en lui-même est très bien parce que ça montre à quel point la tokenisation peut être utilisée dans tout et n'importe quoi, et pourquoi pas le début d'une mise en place de salaire de cette façon-là. Je trouverais intéressant justement cette schématique de mise en place au niveau des tokens, et ça permettrait de montrer que vraiment la crypto-monnaie et la tokenisation peut être utilisée un petit peu de toutes les façons. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi ? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer
tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. C'est terminé pour les nouvelles, on attaque notamment par notre analyse technique, rappel habituel, nous sommes sur le graphique du CME, ici avec une théorie sur les vagues d'Elliott, vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021, retracement A, B, C. Le B a pris justement la liquidité du haut de la 3, donc on a fait une extension. La C a fait une extension aussi au niveau de la A, donc on est plutôt bien parti pour finir la 4, pour pouvoir ensuite faire une 5 d'extension. 5 on n'oublie pas, c'est une petite vague qui aura un nouvel ATH, possiblement deux nouveaux ATH, mais ça reste quand même une petite vague. Au niveau de la schématique en elle-même, on a comblé une partie du gap CME, on a encore une partie du gap en bas, donc on sait que les gaps sont amenés à être justement comblés à un moment donné, et on a laissé lors de cette chute de l'UST, cette accélération baissière énorme, nous avons laissé un gap haussier au niveau des 34-35 000, où on ira à un moment donné les combler. Ensuite, la grande question qu'on se pose, c'est où on s'arrête. On s'arrête, est-ce qu'on va aller chercher notamment la zone des 18 000, 20 000, ou est-ce qu'on va aller plus bas chercher la zone des 10 000, 13 000? C'est un petit peu ce qu'on va essayer de répondre aujourd'hui avec une vision un petit peu autre. Je vais reprendre un des graphiques que je vous avais mis en place avec une schématique proposée un samedi pour pouvoir justement baser ça. L'autre chose avant de vous montrer ça, c'est que tout simplement au niveau des ratios, on sait qu'on a deux zones fortes. On a la zone des 20 000, on a la zone des 10-13 000. Après, on a la zone des 23 000 sur lequel, en effet, on aura une extension réelle de cette A sur la B avec un objectif à 272 dans les 23 100 qui permettrait d'avoir un comblement de cette zone-là avec potentiellement une extension qui s'effectuerait avec juste une mèche qui serait ravalée sur les 20 000. Ça pourrait être aussi logique dans une continuité baissière. Néanmoins, on n'oublie pas qu'on peut avoir une accélération haussière avant de pouvoir justement traiter cette partie basse. Mais dans tous les cas, nous sommes bien dans une schématique actuellement de retracement, donc on a toujours une volonté de continuité baissière. La question c'est jusqu'où. Alors, on va regarder ce petit graphique. Donc je l'ai mis en logarithmique, hein. C'est rare que je travaille en log, mais néanmoins c'est intéressant de le voir pour pouvoir regarder un petit peu ce que je vais vous proposer. C'est un schéma que je vous ai montré notamment dans une vidéo du samedi où je vous ai expliqué tout simplement les différents scénarios. Ce scénario-là serait une fin des vagues héliotistes, une fin terminée en octobre 2021 et du coup l'avril qui s'est fait ici serait la vague 3 et le retracement 4-5 et donc on serait dans un retracement ABC. Néanmoins c'est pas pour ça que je vous montre ça. Je vous montre ça pour parler un petit peu de où est-ce qu'on peut aller par le bas. Ici j'ai mis en place tout simplement la notion du BTC Mining Cost, alors qui est relativement biaisé parce que on a des taux au kilowatt qui sont assez bas, je pense qu'ils sont peut-être un tout petit peu plus hauts, mais bon, on va dire que c'est une bonne moyenne pour voir un petit peu où on en est. Et l'idée, c'est qu'on est en train de voir un petit peu ce qui se passe. Alors, déjà, c'est important de comprendre, c'est que représente cette ligne, c'est combien coûte la création d'un BTC. C'est clairement quel est le coût de production, quand on parle en termes de société, quel est le coût de production de ce que l'on va vendre. Si, à un moment donné, le cours descend en dessous, ça veut dire que le cours, enfin, il coûte plus cher de produire un BTC que de le vendre. Donc ça veut dire qu'on est à perte à chaque fois qu'on crée, en fait, tout simplement un BTC. Et voilà, donc c'est un point de repère qui est très important, parce que ça veut dire qu'il y a toute une industrie derrière qui dépend de ça, et qui joue avec ça. Après, il y a toute une notion, là, ici, nous sommes dans une moyenne, et il faut comprendre qu'au-dessus, nous avons notamment toutes les personnes qui sont avec des coûts électriques qui sont plus importants. Tous ceux qui sont en dessous, c'est ceux qui ont les meilleurs deals, et donc ceux qui sont les plus résilients. Mais je pense que même ma vague est peut-être un peu basse, parce que dans certains pays, on se retrouve avec des gens qui sont avec des coûts électriques très très forts, et on pourrait se retrouver en effet avec des personnes qui sont déjà plus ou moins sous l'eau, en fonction du coût électrique qu'ils ont et de l'investissement qu'ils ont effectué au début. Alors,
Pourquoi je vous présente ça? C'est parce que tout simplement, c'est intéressant de voir la corrélation entre les deux. On voit depuis donc le China Ban, donc qui a entraîné cette chute, on a eu une chute monumentale ici de la difficulté, donc du coût pour pouvoir récupérer des BTC, créer des BTC, et on voit qu'on est remonté doucement et que la chute liée actuellement à la correction n'a aucunement impacté, ce qui est logique étant donné qu'on n'a pas eu justement d'arrêt de ferme de minage, donc derrière nous n'avons pas de chute effective. Nous avons une continuité haussière, continuité qui est en même temps normale, pour plusieurs raisons. C'est qu'un, nous sommes dans un monde d'inflation, donc actuellement l'électricité va être de plus en plus chère, peu importe la méthodologie qu'on le fait, qu'elle soit verte ou non, la monnaie dans laquelle l'électricité est payée est toujours problématique, parce que dans le sens où on va avoir une inflation, donc forcément ça va monter. Donc le coût de production augmentera quoi qu'il arrive. Après, il y a d'autres vecteurs qui se mettent en place, la difficulté d'avoir du matériel, la difficulté du hash rate, enfin, plein de choses. On sait que c'est une industrie qui est en pleine éclosion, et du coup, forcément, on va avoir une augmentation de ce cours-là effectif. D'accord ? Donc, on sait qu'on va potentiellement tirer vers les 20 000 $ au niveau du coût de production. Donc, ça peut prendre du temps, ça peut prendre quand même beaucoup de temps, parce qu'on regarde ici, nous avons fait donc 5 000 pour aller à 10 000, on a mis... Ah, pas tant que ça, je caricature un petit peu. On a mis 60 jours, à peu près 70 jours, pour monter à 10 000, ok. Mais là en même temps c'est normal, parce qu'il y a le China Ban, mais si on regarde, voilà, pour arriver ici, on a mis combien de temps pour faire les 3000, on a mis 125 jours. Bon, voilà. Donc on met quand même beaucoup de temps pour pouvoir évoluer. Donc, pour faire ces 5000 là, on mettra potentiellement 150, 160, quasiment 200 jours. Donc 6 à 9 mois, c'est un petit peu l'idée à avoir pour pouvoir continuer à avoir une augmentation, tant que bien évidemment on n'a pas d'arrêt de ferme de Bitcoin. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où on va tout simplement on va toucher cette zone-là, donc on va juste supprimer ça, et on va supprimer ça, et on va partir dans une extrapolation pour essayer de se plonger. Donc on va avoir un cours qui va continuer par exemple à baisser, ça va prendre du temps, on va avoir un cours qui va continuer à monter, et à un moment donné on va se retrouver sur une zone où on va toucher, d'accord, où ce cours-là et ce cours-là vont se croiser, voire potentiellement se toucher. Si on regarde un petit peu dans le passé ce qui s'est passé, on a eu plusieurs fois des zones de rapprochement très fortes, notamment en 2018 avec la chute drastique qui s'est effectuée, où on a eu un arrêt très fort, et il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a ici le cours qui a chuté? Pourquoi on a justement cette chute drastique du hash rate qui s'est effectuée? Alors il y a plusieurs choses, c'est que il faut comprendre que si ce n'est plus intéressant de miner du Bitcoin, ce qui était le cas, là on commence à arriver avec une chute drastique qui s'est faite. Ici, il y a eu une première peur, donc il y a eu les premières personnes qui étaient au-dessus avec des coups très forts qui ont commencé à partir, donc on a eu une baisse du hash rate. Pareil, deuxième chute, pareil ici. Donc globalement, on a des acteurs qui vont partir au fur et à mesure. Donc la hausse ne va pas être comme ça. C'est-à-dire, plus on va se rapprocher d'une zone dangereuse, plus on aura tout simplement d'acteurs qui partiront. Des acteurs d'ailleurs qui vendront leurs ASIC, qui vendront leurs équipements, qui potentiellement vendront aussi une partie de leur PTC, qui accentuera la chute, et donc on aura potentiellement ça aussi. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que derrière, on voit bien qu'il y a une reprise, quoi qu'il arrive. Parce que, tout simplement, les personnes qui sont parties ici ont été rachetées par ceux qui sont positionnés dans la partie basse, ceux qui ont les meilleurs deals électriques, en l'occurrence, qui sont les plus résilients, vont absorber, justement, ceux qui sont le moins résilients et récupérer du matériel à pas cher, globalement c'est un petit peu l'idée, donc sous-évaluation des ASIC, et derrière vont continuer à pouvoir miner avec une difficulté moindre, et donc une diminution de leurs coûts, et ils vont être capables de pouvoir survivre. Donc c'est un petit peu l'idée. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est déjà passé en dessous? La réponse est oui, on est déjà passé en dessous, notamment en mars. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu une période où il y a eu ici une grosse période, où justement on a frôlé avec le prix du BTC, où globalement créer un BTC ou acheter un BTC c'était à peu près la même chose, miner ou créer c'était à peu près le même prix, pendant quand même assez longtemps, si on regarde, on a frôlé cette zone là pendant
quasiment un an, hein. Donc pendant très longtemps, mais néanmoins on est passé en dessous. On est passé en dessous pour pas longtemps, mais on est passé en dessous. On n'a pas eu trop d'abandon, par contre, ce qui est intéressant. Mais derrière, par contre, on a eu une réaccélération très forte. Ça a été le moment très fort de la déclaration d'un momentum haussier au niveau du BTC, assez fort. Est-ce qu'on peut attendre la même chose? Est-ce qu'on peut se dire qu'en effet, on peut se retrouver sur un coup de minage qui va se rapprocher des 20 000, un cours qui va s'approcher des 20 000, ou potentiellement 22, et derrière un enfoncement, et après un départ haussier? Je pense que ça peut être en effet le cas, et ça peut être aussi l'idée qui est en train de se faire. Il faut savoir que on a pas mal de nouvelles qui ont été données, sur notamment des levées de fonds massives pour la création de fermes de minage. On sait que dans tous les cas, c'est une industrie qui va rester. Il y a certains acteurs qui vont disparaître, où c'est compliqué, mais c'est ceux qui sont généralement le moins préparés ou qui sont le moins industrialisés, qui ont les moins bons deals. Par contre, ceux qui ont investi massivement et qui ont travaillé leur deal, en effet, vont rester et vont cannibaliser globalement une partie du marché. Ça, c'est vraiment important à retenir par rapport à ça. C'est que je pense aussi qu'il y a... Dire qu'on ne peut pas descendre en dessous du prix du BTC, c'est faux. À l'heure actuelle, on peut descendre, et c'est même favorable pour certains acteurs du minage. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête, c'est que, en effet, quand on a ici une capitulation qui se met en place, il y a une réabsorption de cette capitulation par les autres acteurs. D'accord? Donc c'est excessivement rentable pour ces acteurs qui sont préparés d'avoir un prix qui baisse fortement et qui se rapproche du prix du BTC, parce que ça permet tout simplement de créer très fortement, d'avoir la possibilité de réinvestir très fortement sur de l'équipement, récupérer pas mal de choses, avoir une diminution du hash rate qui se fait, et on cannibalise le marché, donc il faut avoir vraiment conscience de ça. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que potentiellement on peut avoir une schématique de contraction du cours qui s'effectue là, et qui peut justement entraîner potentiellement une rencontre du cours avec ce niveau-là. Par contre, ça sous-entendrait qu'on serait parti sur une continuité d'une descente lente, qui durerait potentiellement 4, 5, 6 mois, donc on finirait l'année sur quelque chose d'assez lent, vers les 20 000, pareil ici on continuera à monter, et derrière une rencontre qui pourrait se faire sur le printemps, on va dire printemps 2023, pour une réaccélération haussière derrière, et retrouver cette schématique de printemps des crypto-monnaies explosif. Bon, ça reste une théorie, mais je trouvais intéressant de vous aborder cette vision-là aussi. Il faut la garder en tête à un moment donné dans l'analyse technique qu'on effectue, parce que c'est le réel, c'est le fondamental qui se trouve derrière, c'est l'industrie qui se trouve aussi derrière. On parle beaucoup des applications Web3, de l'utilisation de la blockchain. Oui, c'est une technologie, mais derrière, il y a aussi une industrie qui est derrière pour pouvoir produire de la sécurité, et cette industrie-là a un coût et un business model. Il faut avoir en tête un petit peu ça aussi dans les analyses techniques qu'on effectue, et prendre un petit peu de recul là-dessus. Alors, pas de recul, cette fois-ci on va changer de recul, on va passer en 1 heure pour voir un petit peu ce qui se passe. On voit qu'on est toujours en contraction, pour être assez simple. On voit qu'on est assez en contraction, on voit qu'on a liquidé beaucoup de personnes, notamment ici sur la partie basse et sur la partie haute, lors du mouvement qui a eu lieu, notamment dans cette accélération haussière et baissière qui a eu notamment hier. Donc on a eu quelque chose d'assez fort, et on a liquidé pas mal de monde, on va regarder ça tout à l'heure. Par contre, on note qu'on a une énorme poche de liquidité longue, construite, en dessous des 28 000. D'accord ? En dessous de cette zone-là, ici, nous avons jusqu'aux 20 000, une énorme poche de liquidité très forte. Poche de liquidité qui, d'ailleurs, tend un petit peu les bras aux market makers pour aller chercher des clusters de liquidation. Et ce qui fait un petit peu peur, c'est qu'on a toujours cette grande et belle divergence qui se trouve notamment ici. D'accord ? Donc une divergence bearish, malheureusement, qui est toujours présente. Et qui sera toujours présente un petit peu dans ce qui est en train de se faire. Donc on a une contraction, oui, mais qui n'est pas égale. D'accord ? Parce que normalement, on a généralement une contraction qui aura plus tendance à être sous forme de triangle. Là, on voit qu'on a une contraction très légère sur la partie basse, donc qui est rachetée régulièrement, et on a un renforcement de la liquidité basse. Alors là, généralement, ça sent quand même la manipulation, parce que quand on a vraiment ici une zone de résistance très forte comme ça, de cluster de mise en place de retail, globalement ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on rachète systématiquement dans cette zone-là, et
à chaque fois qu'on rachète dans cette zone-là, bah, on renforce en fait la liquidité basse. Et c'est exactement ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'on a une diminution de la liquidité haute, on renforce la liquidité basse, on redescend systématiquement, on comprime le prix dessus, et donc ça veut dire qu'on va avoir encore, potentiellement, encore une zone, peut-être deux maximum, avant qu'on ait soit un éclatement à la hausse, peu probable, et si on a un éclatement à la hausse, ce sera plus un trap pour moi, pour avoir ici un breakout qui va monter peut-être jusqu'à 33 000, je vous ai déjà parlé de ça, pour renforcer encore une fois les liquidités qui se trouvent là. Et après, on liquide, les personnes vont acheter à levier, et là par contre, après, c'est fini. On enfonce et on risque d'avoir une jolie mèche qui va nous emmener assez bas, au moins dans les 25 000, 26 000, 25 000 pour finir le comblement du CME, et potentiellement même toucher 23 000 pour arriver à la validation. Voilà, c'est un petit peu le schéma que j'ai en tête, à confirmer si ça va se passer, mais là, il faut faire très attention quand on voit ici ce type de renforcement. Ce n'est pas bon signe, ça veut dire qu'on est en train de créer la liquidité pour enfoncer cette liquidité-là. Alors, parlant de liquidité, on va parler d'order flow. Pour l'order flow, déjà, quand je vous dis qu'on a liquidé, on a quand même liquidé. Hier, je ne l'ai pas noté, mais on a fait un peu plus de 220 millions, je crois, et là, ce mois-ci, excusez-moi, ces dernières 24 heures, on a liquidé quand même 377 millions. On a toujours cette peur latente, oui, mais à côté, là, je vous le note bien, pour que ce soit bien visible. Alors là, c'est un petit peu moins visible. Mais globalement, ici, on est quand même majoritairement en long short au niveau des comptes en progression par rapport à ce qui s'est passé. On a un open interest qui, lui, continue à monter. Donc ça veut dire qu'on leverage systématiquement cette position. Et pareil, les positions sont toujours, ici on la voit bien, hein, cette courbe de montée de position top trader, où on voit qu'on est bien en progression haute. Ce qui est intéressant d'ailleurs à voir, c'est qu'on recommence à avoir une augmentation ici des positions, une diminution, une contraction. Bon bah ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé ici, donc c'est une chute potentielle là, ce qui correspond à ce que je vous ai expliqué, donc un petit dump qui se fait pour retester le bas. Est-ce qu'on a une cassure? Si on a une cassure, je pense qu'on va voir ici l'open interest qui va éclater les plus hauts, donc je pense qu'on va dépasser les 95K au niveau de l'open interest, parce qu'on va essayer d'acheter la baisse, et donc là on risque d'avoir quelque chose qui va être assez phénoménal. Et de toute façon, dans tous les cas, peu importe le mouvement que l'on aura, on aura une augmentation du leverage. On voit bien que là actuellement, de toute façon, dans tous les cas, on a des prises de profit qui sont effectuées, oui, mais on a un cumul qui est en train de se faire au fur et à mesure de l'open interest, donc on leverage énormément les positions, et donc on se retrouve sur un cours qui est ultra leveragé et qui est dangereux quand c'est comme ça. On a assez peu de liquidité, on a un market cap qui est quand même assez bas, la propension d'open interest et donc de levier par rapport au market cap générique est quand même assez haute, et malheureusement peut-être un peu trop haute par rapport à l'état du marché global et aussi au marché économique. C'est-à-dire que si on regarde au niveau de la macroéconomie, on est toujours au niveau, hop, on va prendre un peu de recul, dans une situation un petit peu critique au niveau du Nasdaq, avec une zone très très forte d'appel avec des liquidités basses, et notamment la zone très importante qui se trouve ici des 10 500, où on se dit que potentiellement on va avoir une continuité baissière sur ces zones-là, même si on a un retracement, on peut avoir une fin de semaine qui peut être assez bullish, mais potentiellement on risque d'avoir à un moment donné 2-3 bougies bien rouges, enfin bien violettes, et nous emmener justement dans ces zones-là. On sait qu'on a un appel de prix là, et que on n'arrive pas à repartir à la hausse. On n'arrive clairement pas à repartir à la hausse, avec en même temps une actualité qui arrive. On n'oublie pas que c'est une semaine importante, on clôture mai, en tout cas nous avons une grosse clôture mai vendredi. On a à côté un ensemble de vecteurs et d'annonces sur l'inflation et sur la remontée des taux qui risquent d'être impactante, donc globalement on va faire très attention, notamment pour cette clôture du mois de mai, cette clôture de semaine, qui pourrait d'ailleurs être annonciatrice potentiellement d'un mois de juin, qui pourrait soit être vert, soit être bien sanglant, à déterminer justement un petit peu sur cette fin de semaine. Et de toute façon, dans tous les cas, si vous suivez la quotidienne, on en discutera au fur et à mesure. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé, et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera, et à très vite.